I got the fever. Yoo-hoo. Da, 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 da. Alors, du coup, bonjour tout le monde. Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite compilation de choses qui ont été inventées accidentellement, mais qui sont tellement utiles. Bon, certains sont un peu moins, mais c'est marrant, du coup je le dis quand même. Mais vous allez voir, c'est assez badant, hein, parce que il y a des trucs, tu te dis waouh, ah ouais, ils ont inventé ça comme ça, et aujourd'hui c'est un peu le dada de tout le monde. Les chips. Les chips, les chips, les chips. On les connaît à toutes les sauces. Nature, salé. En fait, c'est forcément salé. Du coup, bah, nature, barbecue, kebab, sauce tomate, goût couille, goût escargot, goût la grosse à ta mère. Et pourquoi avons tant de chips différentes? Bah, ça fait 100 ans qu'elles existent et au bout d'un moment, bah, tout le temps nature. Voilà, c'est redondant, faut changer de temps en temps. Et pourquoi? Comment avons-nous inventé les chips? Je couperai pas ça au montage. Un soir d'été 1853, un client dans un restaurant new-yorkais renvoie ses frites au fourneau car il les trouvait trop épaisses. C'est le genre de client bien chiant qu'on n'a pas envie d'avoir dans un restaurant. George Cum, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le chef du restaurant, bah, refait une tournée de frites bien entendu parce que c'est un bon chef, c'est un bon restaurateur, il respecte ses clients, voilà, il est chiant mais c'est pas grave, on va satisfaire ce client, il refait une tournée de frites moins épaisse. Le client, ce gros connard, toujours pas satisfait, renvoie ses frites au fourneau pour la énième fois. Agacé, George Cum décide de rendre ses frites immangeables en les faisant les plus fines possibles et donc forcément croustillantes. Comme jamais, voilà, des frites c'est pas censé faire crac-crac sous la dent, et ben là, si, bon, peut-être un petit peu crac-crac, j'aime bien quoi, elles sont un peu croquantes, mais là c'est pire que croquant, le machin c'est des chips quoi, au final, ça donne des chips. Mais George Cum fut quelque peu déçu, et à la fois heureux, hein, mais au début il fut déçu, car au final le client a adoré ces chips, enfin ces frites trop fines, il a aimé ça, et ouais, qui aurait cru que des frites venant d'un chef énervé. Donc il a fait exprès de les rendre immangeables. Finalement, le client aime ça. Et devinez ce qu'il a fait juste après. Bah, il a breveté, hein. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Et le Viagra. Avant d'améliorer la vie sexuelle de nos quinquagénaires, de nos seniors, voire même de certaines personnes plus jeunes, parce que les problèmes d'érection peuvent arriver à tout le monde, ce médicament était fait pour l'angine de poitrine. L'angine de poitrine qui est une maladie très douloureuse, qui fait que le sang n'arrive plus à apporter suffisamment d'oxygène au cœur. Et bah je peux vous dire que bah c'est pas cool. C'est pas cool du tout. En fin de compte, les patients qui ont testé ce médicament n'ont vu aucune amélioration dans leur santé au niveau de leur maladie de l'angine de poitrine. Non, ça ne marchait pas. En revanche, ils ont apporté aux médecins le fait qu'il y avait un effet secondaire qui était une bonne grosse érection. Les chercheurs ont donc décidé d'orienter leurs expériences vers cette direction. Et tada! Les bonnes grosses érections arrivent chez les seniors. Le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, on l'utilise absolument tous les jours. Il n'y a pas une seconde où on l'utilise pas. Bon, si quand même, parce que sinon ce sera embêtant. Mais moi j'utilise tous les matins pour me faire mon petit lait chaud. Tous les 4 heures pour faire mon petit lait chaud. Midi et soir en fonction de ce que je mange, ça peut arriver. Et voilà, je m'étouffe. Je me mets toujours sur le côté, je m'en suis rendu compte, hein, quand je fais mes montages, je suis toujours sur le côté, donc le côté gauche du coup pour vous, mais côté droit pour moi, je sais pas, est-ce que Ah, je me sens mal, non, je suis mieux de ce côté. Bon, le four à micro-ondes a été inventé par l'américain Percy Spencer, voilà c'est ça, Percy Spencer, Percy Jackson, Percy Spencer, c'est à peu près la même chose. Percy Spencer qui était un ingénieur physicien qui travaille sur les radars. Je sais pas si on l'entend en fond, mais il pleut sur ma vitre, et j'espère qu'on va pas l'entendre au micro parce que ce sera embêtant, ça prendrait un son pas très beau. Bon, on va espérer. Un jour, en travaillant sur un des composants du radar, le magnétron, il se rendit compte que sa barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Oh bah c'est triste, hein, c'est dommage parce que les barres de chocolat fondues c'est dégueulasse, ça donne pas envie de les manger. Bon, qui aurait cru que travailler sur des radars, les bons radars qui nous font bien chier toute la journée, hein. Dès que vous êtes sur la route, vous êtes sûr d'en croiser un et ça vous fait bien chier. Et bah qui aurait cru que ces objets
que beaucoup de monde déteste, aller créer nos superbes micro-ondes qu'on utilise tous les jours. Bon, faut pas oublier que le tout premier micro-ondes, du coup, lorsqu'il s'est rendu compte de la chose, mesurait 2 mètres de haut, hein. Il était plus grand que moi, le machin. Bon, je sais que j'ai pas l'air très grand dans les vidéos, mais il était plus grand que moi et plus grand que vous aussi, certainement. L'anesthésie. Tout a commencé quand Joseph Priestley a découvert le protoxyde d'azote en 1772. Le protoxyde d'azote, pour ceux qui connaissent pas, est aussi appelé le gaz hilarant, que l'on peut voir aussi dans l'âge de glace 4. Je crois, c'est le 4. Et ça, c'est parce que Humphrey Davy a découvert ses capacités euphorescentes en 1798. Par la suite, c'est un peu devenu le produit qui remplace la weed des fêtes à la maison. Aujourd'hui, donc, nous avons la weed que beaucoup de jeunes utilisent pour faire la fête entre potes. Et bah, à cette époque-là, c'était le gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Et chacun son époque. En 1844, le dentiste Horace Wells a observé qu'un de ses amis qui avait pris un peu trop de gaz hilarant, un peu comme nos potes qui prennent un peu trop de weed et sont un peu dans le mal, on va dire. Hein. Bah, son pote lui avait pris un peu trop de gaz hilarant, s'était cassé la binette pendant la soirée, et il avait une blessure au genou, à la jambe. Mais son pote n'avait aucune réaction tellement il était défoncé par le gaz, un peu comme nos potes qui étaient un peu trop défoncés par la weed pour se rendre compte qu'ils s'étaient blessés quelque part. Oui, je fais un peu beaucoup d'allusions à la weed, que vous voulez-vous, c'est à peu près la même chose. Et donc le dentiste a décidé d'utiliser ce gaz hilarant pour ses expériences, enfin pas ses expériences, j'exagère un peu, il fait pas des expériences étranges et ésotériques dans son cabinet, enfin en tout cas j'espère pas. Il utilisait donc le protoxyde d'azote sur certains de ses clients lors de ses interventions afin d'anesthésier, du coup qu'ils ne sentent pas la douleur, mais il s'est pris un peu trop tôt, parce que du coup l'anesthésie a pris un certain temps avant de devenir plus raffinée et sécuritaire. La couleur mauve. En 1856, William Perkin avait 18 ans et exerçait la profession de chimiste. Moi, à 18 ans, je me branlais la nouille chez moi. Bon, non, quand même, j'étais... à 18 ans, je faisais quoi? Ah, j'étais au restaurant, je travaillais. Voilà ma vie. William Perkin cherchait à créer un synthétique de la quinine, qui est un remède contre la malaria. Mais à la place de ça, il a par malheur, on va dire, créé une substance assez épaisse qui teintait tout ce qu'elle touchait, qui était principalement de couleur mauve. Intense comme on n'en avait jamais vu, le mauve était né. La couleur était tellement populaire que la reine Victoria elle-même a porté une robe de couleur mauve au mariage de sa fille. Et c'est pas tout. Ne me demandez pas comment, mais les travaux du jeune Perkin ont permis au bactériologiste Paul Ehrlich de faire avancer les recherches dans le domaine de l'immunologie et de produire les premiers traitements de chimiothérapie. Et cela a bien entendu valu un prix Nobel. La gomme. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais à l'époque, avant la gomme, nous utilisions de la mie de pain pour effacer les taches d'encre. Autant vous dire que c'est du gaspillage alimentaire. C'est donc en essayant d'attraper un morceau de mie de pain que l'anglais Edward Nairn attrapa par mégarde de la résine d'EVA. Et donc dans la précipitation, il utilisa la résine pour gommer l'encre et se rendit compte que c'était beaucoup plus efficace que la mie de pain. Et comme il était pas trop con, il lança rapidement dans le commerce des gommes naturelles. Les cornflakes. Indispensable au petit déjeuner de beaucoup d'entre nous, dont moi. Les cornflakes sont malheureusement, en fait on s'en fout, elles ont bien été créées par hasard. En 1894, le docteur John Harvey Kellogg était responsable au sanatorium Battle Creek, dans le Michigan, aux États-Unis. Son frère, lui, appartenait au mouvement des Adventistes du 7e jour et cherchait tous deux un aliment sain à donner aux patients tenus au régime végétarien. Et c'est alors qu'ils avaient oublié du blé bouilli dehors que les cornflakes sont nés. Je vais vous expliquer ça. Les deux frères ne voulant pas jeter la substance qui avait passé plusieurs heures à l'extérieur, ils ont d'abord eu l'idée d'en faire de longues feuilles de pâte, mais ont obtenu à la place des flocons, qu'ils décidèrent de faire griller. C'est ainsi que les cornflakes furent créés. Et face au succès rencontré auprès des patients du sanatorium, les deux hommes firent breveter leur invention. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice auraient été inventés il y a 2000 ans en Chine. La légende veut que ce soit un cuisinier qui ait inventé ces feux d'artifice que nous utilisons tous au moins une fois par an. Le cuisinier aurait découvert les feux d'artifice en mélangeant charbon de bois, soufre et salpêtre, qui étaient beaucoup utilisés en cuisine à l'époque. Mais vraiment à l'époque, hein, parce que soufre et salpêtre, c'est quand même chaud d'utiliser ça en cuisine, de nos jours en tout cas. Le mélange aurait alors brûlé, et une fois comprimé dans un tube en bambou, aurait explosé. Ce qui nous donne des feux d'artifice. La poudre à canon. Grande ironie du sort, c'est en tentant d'inventer un élixir d'immortalité
que l'une des substances les plus meurtrières aurait vu le jour. Bon, en fait, c'est un peu con parce que personne ne connaît les origines de la poudre à canon. Enfin, beaucoup de légendes différentes existent, mais aucune ne semble vraie, où tout le monde se bat pour dire non, c'est elle qui est vraie, non, c'est elle, non, c'est elle, oh là là. Voilà, vous voyez les bails. Bon, du coup, je vais vous en raconter une. Voilà, c'est la toute première que j'ai trouvée. J'ai trouvé celle-là en première. Je me suis dit, tiens, elle est pas mal. J'ai vu d'autres. Je me dis, non, je garde la première. Plusieurs historiens accordent la découverte à Sun Shimao. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Sun Shimao, qui est un alchimiste chinois qui aurait vécu dans les années. Enfin, dans le 7e siècle, au moins. Pour vous dire, au moins 7e siècle. En tout cas, il est devenu immortel dans les récits d'histoire. Le LSD. C'est en tentant de créer un médicament qui améliore la circulation et la respiration qu'Albert Hoffman créa le LSD. Le chimiste a découvert les effets psychédéliques de son médicament en ingurgitant une petite partie, très certainement qui était sur son doigt. Ça, c'est connu, hein, Voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur un mec qui avait justement pris de la LSD par inadvertance en réparant un piano. Et il y avait l'ancien propriétaire du piano qui prenait souvent de la LSD, il y avait des traces de LSD sur le piano. Et c'est entré par les pores de son doigt, du coup il était défoncé. Et notre cher Albert a vécu la même expérience, mais du coup en créant un médicament, et du coup c'était le LSD. Donc notre cher Albert a eu le premier trip psychédélique au monde. Les allumettes. En 1826, l'anglais John Walker, pendant qu'il mélangeait des petits produits chimiques, comme tout chimiste fait, hein, il mélangeait des produits chimiques, remarqua une petite boule gluante sur le bout de son bâton, et en voulant s'en débarrasser, le frotta contre quelque chose de assez rugueux, et son bâton s'enflamma. Ce petit bâton là, on le voit, il est en train de brûler. Il venait dès lors d'inventer les allumettes à friction, et aussi la pyromanie en passant. Le champagne. Le célèbre vin à bulles voit le jour grâce à Dom Pérignon, un moine ayant vécu durant le règne de Louis XIV. A l'époque, il voulait juste remplacer les bouchons de bouteilles qui étaient faits à base de chevilles de bois et de fils de chanvre pour les remplacer par une méthode plus écologique et donc avec de la cire d'abeille. Ce que Dom Pérignon n'avait pas prévu, c'est que le sucre se trouvant dans le liquide mielleux provoque une seconde fermentation. Celle-ci fait bien souvent exploser certaines bouteilles, et oui. Mais il adapte ce processus et le retourne à son avantage. Et bien voilà, jeunes gens, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme toujours, j'aime faire mes vidéos, je trouve ça amusant. Et j'espère que ça vous amuse tout autant que moi quand vous les regardez. Sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner également si c'est toujours pas fait, à vous abonner à mon compte Instagram si vous l'avez toujours pas fait. Ça devient un peu redondant tout ce que je dis, mais bon, voilà, c'est quand même important. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, c'est quand même quelque chose qui me fait énormément plaisir et qui me permet d'évoluer et de créer toujours un contenu meilleur. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.